Yves Lavandier, qu'est-ce qui constitue à vos yeux une bonne histoire? Une bonne histoire. Alors il y a un mot célèbre qu'on attribue d'ailleurs à plusieurs personnes, Jean Gabin, Daryl Zanuck et d'autres, qui disaient un bon film c'est une bonne histoire et une bonne histoire. Ok, mais c'est quoi une bonne histoire? Et l'une de mes réponses c'est trois choses: du conflit et du conflit. Mais c'est pas que ça. D'abord, je devrais préciser, c'est du conflit dynamique, c'est-à-dire un conflit vécu de façon active et non passive, du conflit dynamique et du conflit dynamique. Mais conflit, il faut l'entendre au sens très large du terme. C'est-à-dire que beaucoup d'auteurs confondent conflit et violence, par exemple, ou conflit et dispute, conflit et bagarre, etc. Un employé qui veut obtenir une augmentation de son patron et qui n'arrive pas même à en parler, il vit un conflit intense. C'est du conflit, mais c'est un conflit intériorisé et qui en plus n'est efficace pour le spectateur que si on comprend ce qu'il vit, donc si on a des informations sur ses motivations, son objectif, ses difficultés, etc. Donc ça, c'est une belle histoire, c'est du conflit. C'est aussi une histoire qui vous harponne assez vite, qui vous partage, qui partage ses récepteurs, qu'il soit lecteur, auditeur ou spectateur, entre espoir et crainte. Voilà. On soit tout le temps entre... c'est comme ça qu'on crée le suspense, en fait. Partager le spectateur entre espoir et crainte. Quand vous dites le récit retranscrit la vie, qu'est-ce que vous voulez dire? La dramaturgie, drama, ça veut dire action en grec. Et la dramaturgie, le récit, c'est la représentation d'une action humaine. Donc maintenant, cette représentation, elle est artificielle, en fait. Elle est souvent symbolique. Elle nous donne une idée de ce qu'est l'humain, une idée de ce que nous sommes, parfois en reproduisant la vie, en la condensant, en la dramatisant. Hitchcock disait que un bon film, c'est la vie dont on a enlevé tous les éléments ennuyeux. Mais pas seulement, parfois ça peut être métaphorique aussi. En science-fiction, fantastique, etc., ou conte de fées, on utilise beaucoup la métaphore. Mais pour dire quoi? Pour parler de la vie humaine. À quel besoin répondent les histoires pour vous? Plusieurs besoins. Je pense qu'on a besoin d'histoires. Alors, d'abord, les histoires, il y en a de toutes sortes. Il y a des histoires réelles, parce que je pense que la vie est aristotélicienne, la vie elle-même. La dramaturgie préexiste au théâtre et au cinéma. Il y a de la dramaturgie dans la vie. Il suffit d'ouvrir le journal télévisé et on voit de la dramaturgie, on voit des coups de théâtre, on voit des protagonistes, on voit du conflit bien sûr, on voit parfois du suspense, on voit de l'ironie dramatique, on voit tout ça, on voit des rapports de causalité. Donc ça existe dans la vie. Je pense que le récit de fiction, mais même le récit on s'intéresse au journal télévisé, on s'intéresse aux faits divers, on s'intéresse aux histoires vécues par Tata ou par le voisin, ou par etc. Je pense qu'il nous aide à donner du sens à la vie, à la structurer et à, je dirais, maîtriser, apprivoiser nos émotions. Les règles de la dramaturgie ne s'adressent-elles qu'à des scénaristes? Non, elles s'adressent à tous les gens qui ont envie d'écrire de la fiction. Alors, la dramaturgie,
comme son nom l'indique, ça parle des arts dramatiques. Et le sous-titre à l'origine, je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, le sous-titre c'était théâtre, cinéma, bande dessinée, télévision, opéra, radio. Bon, donc vraiment les arts de la dramaturgie, c'est-à-dire en fait tous les récits qui sont écrits pour être vus ou et entendus et pas pour être lus, ce qui est une grosse différence. Le mode de réception est une grosse différence. Mais en fait l'origine de cette orientation de mes livres, c'est que je connais beaucoup mieux le répertoire dramatique, le théâtre, le cinéma, la bande dessinée, la télévision, que le roman. J'ai pas lu beaucoup de romans dans ma vie, et la plupart ce sont des romans très dramaturgiques d'ailleurs, mais j'en ai pas lu énormément. Donc je me sens pas, voilà, je donne très peu d'exemples, je donne des exemples de contes de fées, parce que les constantes intemporelles et universelles du récit s'y retrouvent à l'état pur quasiment, mais très peu de romans parce que je connais mal ce répertoire. Mais il y a plein de lecteurs de la dramaturgie qui m'ont dit que ça pouvait servir pour écrire un roman. Eh bien, grand bien vous fasse, j'ai rien contre le roman, et si ça vous aide, j'en serais enchanté. C'est les mêmes règles, les règles aristotéliciennes, elles ont été appliquées oui, au théâtre, le roman est apparu après, puis le cinéma. Ouais. Homère, non, c'est les mêmes règles. Oui, oui. Quels sont pour vous les principaux outils de la dramaturgie? Il y en a pas mal. Conflit, caractérisation, préparation. Préparation, c'est un outil capital. L'ironie dramatique. L'ironie dramatique diffuse, ce que j'appelle l'ironie dramatique diffuse, c'est-à-dire le fait que le récepteur, qu'il soit lecteur, spectateur, auditeur, sent des choses que les autres personnages ne sentent pas. Et ça marche systématiquement, quel que soit le récit, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, quel que soit l'âge du récepteur. Un enfant de 5 ans, chinois, à qui on raconte Cendrillon, parce qu'il existe une Cendrillon chinoise, le conte de fées Cendrillon existe en Chine. Il y a 1500 ans, il devine des trucs que certains des personnages du conte ne comprennent pas. C'est l'ironie dramatique diffuse.